Europe. Europe 1. 8h17 ce matin, Patrick Cohen. Vous recevez l'ancien ministre du Budget, député LR de l'Oise et président de la Commission des Finances de l'Assemblée. Bonjour Eric Woerth. Bonjour. Alstom qui devient franco-allemand dans un même ensemble avec Siemens. Les chantiers STX qui vont passer sous direction italienne, mais avec un droit de veto de l'État français. Vous trouvez ça malin, inquiétant? Est-ce que c'est une bonne politique industrielle? Est-ce que vous auriez fait différemment? Moi, je trouve ça étrange. Je trouve ce qui se passe sur Alstom extrêmement étrange. On découvre au détour d'un week-end qu'Alstom ne devient pas franco-allemand. Alstom devient allemand. En soi. Les Allemands ont plus de 50% des droits de vote. Il y a plus grand monde dans le capital. En dehors d'eux, tout ça est totalement disséminé. Oui, mais je veux dire, parce que le président d'Alstom reste président, donc c'est plus simple comme ça. Mais il n'y avait aucune raison de vendre Alstom à. Il n'y a pas une logique industrielle? Oui, il y a une logique industrielle, et ni vous ni moi ne sommes industriels, mais il y a une logique industrielle contre les Chinois de consolider un pôle plus fort dans le domaine du ferroviaire. Nul ne le conteste. Il fallait évidemment réagir. Mais pourquoi réagir de manière aussi déséquilibrée? C'est ça que je conteste. Pourquoi c'est autant déséquilibré? Pourquoi on donne les clés d'Alstom définitivement à Siemens? Pourquoi on n'a pas trouvé une manière de faire que dans ce nouveau groupe qui va peser une quinzaine de milliards d'euros, il n'y ait pas un équilibre entre Alstom et Siemens? C'est des entreprises de même taille, sur le ferroviaire, de même taille. Pourquoi on n'a pas exploré ailleurs? Pourquoi on n'a pas regardé avec Thales tout ce qui était signalisation, qui est un élément majeur? Voilà. Donc c'est un fleuron français qu'on laisse partir, c'est ça que vous dites? Oui, c'est aussi simple que cela. Oui. Avec des engagements sur quelques années qu'on connaît, tout le monde a pris des engagements de cette nature dans le passé. En général, ça s'est toujours terminé de la même manière. Oui, c'était la droite au pouvoir pour Péchinet, pour Arcelor, pour Alcatel. Oui, il y a eu Lafarge aussi, il y a eu beaucoup de cas de figure. Donc on peut aussi se servir de l'expérience. On n'est pas obligé de renouveler. La vôtre, qui n'a pas été bien fait. Bien sûr, quand on a échoué quelque part, c'est bien d'utiliser cette expérience. Et pourquoi faire cela? Pourquoi ne pas regarder on a la possibilité de racheter des actions, l'État a la possibilité de racheter des actions d'Alstom et de réaliser une plus-value. Pourquoi l'État ne réalise-t-il pas cette plus-value? Voilà, il y a beaucoup. Pourquoi Bombardier n'est pas sollicité, le troisième constructeur, alors qu'il va mal et qu'il pourrait venir consolider tout cela? C'est beaucoup de questions qu'il faut absolument poser. Et je dis c'est étrange. Et en même temps, ce qui s'est passé sur Fincantieri, c'est-à-dire sur STX, montre que d'un côté, on a joué au gros bras pour essayer de faire casser cet accord. Et Monsieur Macron le trouvait très très mauvais il y a 2 mois. Et on re-signe à peu près le même, à quelques différences de... Oui, à peu près quand même le même. Il y a un droit de veto. À peu près le même, voilà. Donc je suis très étonné que ce qui vaut pour STX ne vaut pas pour Alstom. Et la taille n'est pas la même. La taille des entreprises n'est absolument pas la même. Donc c'est étrange et il faut... Enfin, je pense qu'on a besoin d'éclaircissements. On ne peut pas brader notre industrie, on ne peut pas laisser filer notre industrie comme ça. La France industrielle, c'est évidemment très très important pour le futur. Le budget 2018, Eric Woerth, avec d'abord une mesure emblématique, totémique, disions-nous tout à l'heure, la suppression de l'ISF. Est-ce que vous convenez que là, Eric Woerth, sur l'ISF, la droite en a rêvé, Emmanuel Macron est en train de le faire? Enfin, la droite avait fait le bouclier fiscal. C'était une mesure très intelligente. C'était à peu près 1/5 de ce que représente la suppression de l'ISF. La mesure aujourd'hui. Peut-être que c'était intelligent. C'est 50%, pas plus de 50% de vos revenus, ça valait pour tout le monde. Et il y avait un critère de justice qui était très fort. Alors, vous n'avez pas touché à l'ISF? Non, on avait fait plus que cela, on avait pris l'ensemble des revenus. Donc le bouclier fiscal était une bonne mesure. Après, la crise a emporté malheureusement tout ça, mais c'était une bonne mesure. Donc oui, il fallait supprimer l'ISF. C'était dans nos projets d'ailleurs, c'était dans nos propositions. Mais encore une fois, on fait la moitié ou les 2/3 du chemin. Il y a l'ISF sur les revenus, enfin sur plutôt le patrimoine en termes de capital, etc. Et sera exonéré. Il n'y aura plus d'ISF en fait. Et puis il y aura un impôt, un ISF sur l'immobilier. Pourquoi garder un ISF sur la fortune immobilière? Je ne sais pas pourquoi on garde cela. Sinon, pour avoir peut-être la volonté d'un équilibre ou de pouvoir se rattraper aux branches et de ne pas assumer totalement, alors que l'immobilier, c'est un grand secteur économique, le logement, c'est un grand secteur économique. S'il n'y a pas de rente immobilière... Il n'y a pas de rente? Non, je ne crois pas. Quand vous êtes un grand propriétaire, quand vous êtes un propriétaire immobilier, ce n'est pas une rente, vous avez investi. Vous avez investi dans de la pierre plutôt que dans des actions. Ou vos parents, vos grands-parents, vos aïeux ont investi. Ça peut être une rente familiale. Ouais, mais ça s'appelle les droits de
de succession. Vous avez payé des droits de succession qui sont assez lourds en France. Donc il n'y a pas de rente. Pourquoi lutter contre le logement? Pourquoi se taper comme ça le secteur du logement alors que ça a toujours été un secteur qui a tiré la croissance vers le haut? Je ne le les sais très pas, hauts sinon pour des raisons patrimoines économiques. supérieurs à 10 millions d'euros sont composés à 90% de portefeuilles financiers. Oui, les très hauts patrimoines. Donc ça va toucher plutôt les patrimoines moyens, l'impôt, l'IFI. Donc c'est assez curieux. Plus le patrimoine est élevé, moins l'immobilier pèse. Donc vous allez évidemment toucher les patrimoines moyens de gens qui au fond n'ont rien à faire dans cet impôt. Non, il fallait supprimer l'ensemble. Et c'est vrai pour beaucoup de mesures de ce budget qui sont entre guillemets en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont des mesures ni chèvre ni chou, ni bouteille à moitié vide, ni bouteille à moitié pleine. Je vous prends l'exemple du CICE. On dit c'est exactement ce que vous réclamiez. Le coût du travail. C'est-à-dire passer le CICE en allègement de charges. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Sauf que quand on passe le CICE en allègement de charges, quand on fait cette transition, on oublie une partie du CICE. C'est-à-dire qu'on va au passage, augmenter les charges des entreprises d'à peu près 3,3 milliards d'euros en baissant le niveau de ce crédit d'impôt. Alors les entreprises ne le verront pas tout de suite, puisque tout ça n'aura lieu qu'en 2019, et qu'en 2019, il y aura 2 CICE, puisqu'au moment où vous passez en diminution de charges, vous versez 2 années de suite. Mais au lieu que 1 et 1 fassent 2, 1 et 1 feront à peu près 1,8. Donc il y a une augmentation des charges des entreprises. Quand en même temps, on baisse les charges des salariés. C'est bien de baisser les charges des salariés. Mais au fond... Quelle est la priorité? La priorité, c'est pas de baisser les charges des salariés, c'est de baisser les charges des entreprises pour améliorer la compétitivité des entreprises. En allègement d'impôt. Il faut le faire. Il faut baisser les charges des entreprises. Ça vous convient pas. 15 milliards d'euros d'économies sur la dépense. Non, mais j'essaie de résumer votre pensée. 15 milliards d'euros d'économies sur la dépense, quand même, Éric Woerth, dont 7 sur le budget de l'État. Quel est le dernier gouvernement qui a fait cela? J'en sais rien. Enfin, on a tous, tous les gouvernements ont essayé, même le gouvernement Hollande, mais pas la dernière année, il est vrai. Ils ont fortement augmenté les dépenses. Là, les dépenses, elles vont augmenter. La vérité, c'est que les dépenses, elles augmentent d'une vingtaine de milliards d'euros. Donc les dépenses augmentent. Elles augmentent en valeur. Elles augmentent d'une vingtaine de milliards d'euros. Mais elles augmenteront moins qu'elles n'auraient augmenté. Donc le gouvernement dit 16, il avait dit 20. Personne ne sait exactement comment c'est calculé, puis personne ne sait non plus au fond où. Alors on vous dit le logement, on nous dit le logement et puis on nous dit les emplois aidés. Ça peut pas résumer un programme de réduction de la dépense. C'est des réformes qu'il faut faire, le logement et les emplois aidés. Vous les auriez fait où, vous, les économies? Je vous prends un exemple sur la fonction publique. Le gouvernement décide de ne pas de geler le nombre de fonctionnaires. Il ne baisse pas les effectifs. Hollande les avait beaucoup augmentés la dernière année et un peu baissé les années d'avant. Sarkozy les avait beaucoup baissés et lancé ce mouvement. Il faut le continuer. Il faut évidemment négocier avec la fonction publique, mais il faut le continuer. Sarkozy, il a laissé un déficit à 5,8% son départ de l'Élysée. Vous n'étiez sans doute pas journaliste et donc vous avez oublié qu'il y a eu une crise comme jamais. J'étais journaliste. Alors vous n'avez pas oublié, il y a eu une crise comme jamais. Mais oui, mais écoutez, il y a eu une crise mondiale comme jamais. Donc franchement, il y a eu vraiment un travail absolument fantastique à ce moment-là. Alors que maintenant, il y a des conditions quand même économiques qui sont extrêmement favorables. Partout en Europe, partout dans le monde, il faut en profiter. Il faut aller plus loin sur la réduction de la dépense quand ça va bien. Vous ne pouvez pas le faire quand ça va mal. Donc quand ça va bien, il faut aller plus loin. Le gouvernement fait malheureusement le contraire. Bruno Le Maire, votre ex-compagnon, aujourd'hui ministre de l'économie, appelle la droite vous appelle donc à être constructif. Visiblement, vous ne l'entendez pas. Mais c'est toujours les derniers convertis qui sont excessifs. C'est le cas de Bruno Le Maire. Voilà. Et certains étaient républicains, ils sont devenus En Marche. Demain, je ne sais pas ce qu'ils seront. Donc, cessons de raisonner comme cela. Ça veut dire quoi? Ils se gauchisent? J'en sais rien. Je vois qu'ils changent d'opinion régulièrement et qu'à un moment donné, la Terre étant ronde, ils reviendront peut-être à leurs opinions initiales. Nous verrons. Mais cessons ces provocations.
non, la droite existe. La droite est est une opposition. C'est une opposition, je pense, intelligente. Nous l'avons déjà montré sur le code du travail. Mais là, un budget de cette nature est un budget injuste. C'est un budget injuste, bourré d'astuces. Comme je vous le disais sur le CICE, je pourrais regarder les retraités et la CSG. Les retraités, ils vont subir de façon injuste une augmentation de la CSG, donc une baisse forte de leur pouvoir d'achat, et ils vont aussi voir décaler la revalorisation de leur pension au mois de janvier contre le mois d'octobre l'année prochaine. Pourquoi s'en prendre comme ça aux retraités ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce gouvernement pour qu'on tape sur les retraités de cette manière-là ? D'un mot, Éric Woerth, Laurent Wauquiez, que vous soutenez pour la présidence des Républicains, doit élargir son discours, avez-vous dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut élargir son discours à l'ensemble du champ des idées de la droite, c'est-à-dire du centre droit jusqu'à la droite la plus traditionnelle. Donc c'est important. Je pense qu'un président des Républicains, quelqu'un qui veut être président des Républicains, il doit parler à tout le monde et il doit parler à tous les Français. Donc Laurent a cette vocation pour cela. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Il y a du chemin. Je pense qu'on peut améliorer les choses. Je lui ai dit et je suis persuadé qu'il va évidemment les améliorer. Merci Éric Woerth d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.